papa, bella pato. On vit des webisans tous les jours, ça me pas chaud. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, mais oh non, la mode de l'évêque. Aujourd'hui on veut masquer beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le Bœuf Politique, deuxième édition de la semaine. Actualité oblige, nous retournons sur le continent africain et nous arrêtons en Afrique centrale où elle est vraiment dense cette actualité-là, avec les cas qui durent depuis 2 ans, comme celui du Gabon, comme celui du Cameroun qui dure depuis quelques mois, et la RDC qui est tout récent. Mais nous allons beaucoup plus attarder sur Gabon, car nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Jean-Rémy Yama, qui est syndicaliste de l'Alliance Dynamique Unitaire au Gabon, qui a connu pas mal de choses qu'il vous racontera lui-même, pour ceux qui ne le savent pas encore. Il est accompagné par David Chino, qui est lui aussi syndicaliste, oui, ça se retrouve, les syndicalistes de la CGT ici en France, mais à des alliances avec l'Alliance des Dynamiques Unitaires au Gabon. Ils vont nous expliquer comment ils se sont rencontrés et comment ils travaillent ensemble. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ça va. J'ai l'habitude de serrer les mains de mes invités pour vérifier sont eux. Est-ce que je peux serrer la vôtre? Oui. C'est vraiment vous? C'est pas un hologramme. Bon, voilà. C'est bien vous. C'est bien moi également. Bon, formidable. Merci David, hein. C'est grâce à vous que je rencontre aujourd'hui Jean-Rémy Yama. On pourrait croire le contraire, mais bon. Ça aurait pu, non, mais c'est toujours un plaisir de vous présenter des camarades, cher Jackie. D'accord. Alors, Jean-Rémy Yama, vous êtes en France, vous vivez au Gabon, normalement? Oui, je vis au Gabon, bien sûr. Vous êtes en France depuis quelque temps? Oh, ça va faire bientôt un peu moins d'un mois quand même, hein. Mais pour des raisons de santé, je suis venu faire mes contrôles habituels. Vous savez, depuis mon incarcération en juillet 2016, j'ai eu pas mal d'infections en prison et qui nécessitent des contrôles réguliers. Et là, je suis venu faire les derniers d'une série, au moins 2 par an. Et donc, c'est ce qui explique ma présence ici. Ah d'accord, on a cru que vous étiez en exil, certains ont dit cela. Oh non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas en exil, même si c'est vrai que je reçois des menaces, il y a des tentatives d'arrestation selon certaines informations. Bon, on y reviendra, mais ce ne sera pas la première fois, puisque depuis 2015, depuis mon action syndicale, le gouvernement n'a pas arrêté d'essayer de me mettre en prison. On va dire ça comme ça. Ça a commencé d'abord par le faux usage de faux qu'ils ont voulu me mettre sur le dos. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont voulu m'accuser de détournement de fonds en 2015. Détournement de fonds? Oui, dans le cadre d'un projet syndical immobilier. Là aussi, ça a fait un flop. Ensuite, ils m'ont accusé de destruction des biens, de trouble à l'ordre public, le 9 juillet, ce qui a valu mon arrestation. 2016. 2016, voilà. C'est-à-dire avant la date, avant les élections. Avant les élections, oui. Moi, les élections se sont déroulées, j'étais en prison. Donc là, ils m'ont arrêté, et ils m'ont accusé de plutôt de trouble à l'ordre public, incitation à la violence et destruction des biens. Ils annonçaient même détenir une vidéo parce que le ministre de la Communication, Billy Binze, et le candidat à l'époque, donc Ali Bongo Ndimba, dans les médias, disait que nous détenons une vidéo dans laquelle on voit M. Yama Jean-Rémy en train de jeter des cailloux et en train de brûler les biens. Alors que cette vidéo, on ne l'a jamais montrée et elle n'existe pas. Ce qui traduit une fois de plus le mensonge un peu du gouvernement. Et là, évidemment, on va voir quand je vais rentrer. Je sais qu'ils sont en train de préparer également un coup dans ce sens, c'est-à-dire de m'arrêter pour m'accuser de... de désertion? Non, pas de désertion, mais en tout cas, ils trouveront toujours. Parce qu'ils fabriquent dans un cadre privé, bien sûr, ils sont prêts à fouiller toutes les poubelles que vous avez et puis à reconstruire même des choses qui n'existent pas. Et donc, je sais ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Parce qu'ils veulent me mettre, comment dire ça, sous silence. Mais leur plan, évidemment, sera déjoué parce que je ne me reproche rien. Rien du tout. Mon action syndicale est pure,
mon action politique est pure, mon action de la société civile aussi est pure. Et pure. On va en profiter pour saluer quelqu'un qui m'avait parlé de vous il y a 2 ans, c'est Georges Paga. J'espère que vous allez bien, malgré la situation alarmante du pays. David Chino, on se connaît il y a peu. Oui, effectivement. Grâce à une tribune que vous avez publiée sur ce simulacre de putsch. Tout à fait. Dans un cadre politique, effectivement, j'avais communiqué. Ouais, tout à fait. Mais étant donné que c'est le syndicaliste que je reçois aujourd'hui, on parlera de syndicalisme. Vous êtes membre de la CGT. Quel poste occupez-vous au sein de syndicat en France? Je suis à l'Union départementale de Paris, de la CGT. Donc c'est le syndicat interprofessionnel qui regroupe l'ensemble des syndicats qui sont implantés sur Paris. Et je fais partie du collectif international. Donc c'est un petit collectif qui est animé par le secrétaire général, Benoît Martin. Et nous essayons d'élaborer des collaborations et des coopérations avec des syndicats de par le monde, et notamment en Afrique. Donc c'est le cas avec la Dynamique Unitaire, et puis d'autres syndicats comme le CSA au Sénégal, ou d'autres syndicats au Niger et au Mali surtout, sous forme de coopérative. David, je vais vous poser cette question que beaucoup de téléspectateurs se posent. Vous êtes syndicaliste français. Oui. Vous essayez d'aider vos confrères dans ces pays d'Afrique où on sait très bien quel poids joue le Quai d'Orsay et l'Élysée. N'y a-t-il pas une contradiction quelque part là? On pourrait vous dire, les Africains vous diraient, c'est votre pays qui... Alors, non, mais au contraire, c'est tout sauf une contradiction. Alors, d'abord parce que la CGT a une tradition internationaliste, c'est dans son ADN, depuis sa formation, et puis parce que la CGT a toujours été des combats anticolonialistes. Et là, on parle bien de néocolonialisme quand on parle de l'action de la France en Afrique, par le Quai d'Orsay, mais également par ses entreprises. Il me semblerait assez dommage que, en tant que syndicaliste, je ne m'occupe que de ce qui se passe dans mon entreprise en France ou dans les multinationales d'origine française, sans me préoccuper du sort qui est réservé aux salariés de par le monde, et notamment en Afrique, où il y a vraiment des exagérations et une exploitation sans vergogne des ressources du pays, mais aussi des ressources humaines des pays. Donc non, il n'y a aucune contradiction. Ça se tient aussi quelque part, étant donné que les multinationales françaises ont fait de l'Afrique leur joujou. Exactement. La politique française en Afrique, elle est essentiellement dirigée par des multinationales, notamment les groupes comme Bolloré, Vinci, Orange, pour ne citer Total, enfin Areva, pour ne citer que. Quand on parle de France-Afrique, puisque c'est ça dont on parle, il y a le volet politique et diplomatique, mais qui finalement est au service du capital. Je fais mon marxiste de base, mais en fait c'est une évidence. Bon. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Si quelqu'un se sentait offusqué par les propos qui sont tenus sur ce plateau, qui se sente libre d'aller sur mon site www.jmtvplus.com, vous trouvez mes coordonnées, vous me contactez, vous serez le bienvenu vous avez un droit de réponse. Voilà. Tout à fait. C'est la démocratie. Mais bien sûr, chacun est libre de ses opinions, et c'est aussi pour ça qu'on se bat avec nos camarades gabonais et d'autres pays, c'est pour qu'ils soient aussi libres de leurs opinions et de leurs engagements. Et je prends toujours plaisir aussi à défendre des opinions qui sont divergentes des miennes. L'essentiel, c'est que chacun puisse s'exprimer. Jérémy, on revient à vous. Quel état pouvez-vous nous dresser du Gabon aujourd'hui? J'ai entendu ça et là, j'ai même couvert une conférence de presse organisée par Laurence Ndon et Yannick Lambo il y a 3 jours. Mais vous, qui vivez sur le terrain, contrairement à Laurence Ndon, à Yannick et à d'autres qui ne peuvent pas y retourner facilement, quel état dressez-vous de votre pays aujourd'hui? Merci. Alors là, vraiment, c'est une question utile et vraiment large, parce que l'état est catastrophique. C'est-à-dire sur tous les plans. Sur le plan des droits humains, sur le plan des libertés. Je veux dire, depuis 2016, on empêche par exemple la Dynamique Unitaire d'organiser des manifestations publiques. Alors qu'il existe des textes, notamment
la loi du 3 août 2017 sur les manifestations publiques. On nous empêche de manifester le 1er mai. Le 1er mai. Le 1er mai, c'est le jour de la fête du travail. Nous ne sommes pas autorisés, sauf, et je dirais, sauf le 1er mai 2017, parce qu'il y a eu on va dire, une manifestation conjointe CGT Dynamique Unitaire à Paris, lors du défilé. Nous, on nous empêchait de faire la même chose au Gabon. Il y avait les forces de sécurité et de défense pour nous empêcher de nous réunir. Forces de sécurité et de défense. Ben, vous voulez dire qu'il y avait des policiers et des militaires. Lorsqu'il y a des manifestations, tous les corps sont plus ou moins représentés, chacun à son niveau. Hein. C'est-à-dire, on peut avoir des policiers qui sont en face de vous, mais en arrière-plan, c'est d'autres forces de catégorie supérieure qui sont derrière, hein, enfin, qui ne sont peut-être pas visibles au premier plan. Bon, bref. Wow. Donc, on a des textes, mais on les viole. C'est-à-dire, le ministre de l'Intérieur n'est même pas capable de respecter ce que la loi dit. Parce que la loi au Gabon est claire. Les manifestations sont libres en République gabonaise. Vous adressez une demande, enfin pas une demande, une déclaration. On appelle ça déclaration de manifestation. 72 heures avant. Et le ministre de l'Intérieur ou l'autorité administrative qui estime que cette manifestation peut troubler l'ordre public, il a le droit de l'interdire. Mais cette interdiction est encadrée. C'est-à-dire, le ministre prend une décision d'interdiction de la manifestation. Décision qu'il doit motiver en disant pourquoi il interdit. Et vous devez recevoir cette décision 48 heures avant la manifestation. De toutes les manifestations que nous avons voulu organiser depuis 2016 jusqu'à ce jour, il n'y a qu'une seule manifestation où nous avons reçu une réponse d'interdiction. Sinon, les autres manifestations... On ne répond pas. On ne répond pas. Mais la réponse, c'est lors du rassemblement, on trouve un quadrillage... Un comité d'accueil. Un comité d'accueil, voilà. Soit qui nous disperse, ou qui nous enlève, c'est-à-dire qui arrête les manifestants au fur et à mesure qu'ils arrivent. Alors donc, vraiment, c'est une particularité, donc cette violation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait des textes pour être bien vu sur le plan international, pour qu'on dise que bon, le Gabon est un pays qui... est un pays bon. Voilà. Mais quand il s'agit maintenant de les appliquer, eh bien, le gouvernement, il s'en fout éperdument. Donc, nous avons là ce problème, donc ça va mal. Ça va mal aussi par rapport aux prisonniers politiques. Oui, Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, Mombo, Landry Washington. Landry Washington, toujours en incarcéré. C'est vraiment incroyable. Vous savez, ils vous diront qu'il n'existe pas de prisonniers politiques au Gabon. On vous le dira toujours. On va vous dire, Landry Washington, s'il est en prison, c'est parce qu'il a fait telle ou telle chose. Zibi, c'est parce qu'il trouve toujours des raisons. Mais au Gabon, je vais vous dire que 90% des détenus sont des prévenus. Ça veut dire quoi? En prison, la prison centrale de Libreville. Le gros bouquet, là. Le gros bouquet. 90% de ceux qui sont à l'intérieur, ce ne sont que des prévenus. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas jugés. Exact. Bon, alors, Bertrand Zibi, ça fait quand même deux années qu'il n'est pas jugé. Landry Washington, ça fait 2 ans. Il n'est pas jugé. Ils sont nombreux. La loi sur ce genre de cas au Gabon? Alors, c'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire que la loi précise, par exemple, que dans le domaine correctionnel, le juge d'instruction, il a 6 mois renouvelables une fois pour son instruction. Oui. Au bout d'1 an, eh bien, il faut que la personne passe en jugement ou alors qu'on déclare, qu'on libère la personne. Bon. Mais on ne le respecte pas. Personne ne le respecte. On va vous dire également que lorsqu'il y a un flagrant délit, par exemple Massavala et les autres qu'on arrête au cours d'une manifestation publique, le procureur, il a 2 possibilités. Soit d'évoquer le flagrant délit. L'avantage avec le flagrant délit, c'est que on ne peut vous garder qu'1 mois avant le jugement. Ou alors le procureur envoie le dossier chez le juge d'instruction. Mais dans 90% des cas, pour des personnalités ciblées,
le procureur envoie toujours le dossier vers le juge d'instruction. Et ça vous dire, c'est un garage. Moi qui vous parle, ça fait plus de 2 ans qu'ils m'ont libéré. Je suis en liberté provisoire. Pardon? Eh oui. Je suis en liberté provisoire, mais mon affaire n'est pas jugée. Et on n'en parle même plus. Bon, mon dossier est à quel niveau? Alors que la loi dit c'est 1 an. Alors donc, parce que le Gabon, 1 an, c'est caduc, on ne doit plus vous juger normalement. Mais logiquement, on ne peut plus me juger. On ne doit plus, vous êtes un homme libre. Mais oui, mais si on vous juge, vous serez à même d'attaquer l'État gabonais. Bien sûr, mais déjà, j'ai le droit de l'attaquer. Ils ont menti qu'il existait une vidéo. À cause d'eux, je suis malade. Je me fais soigner, je dois régulièrement regarder tous mes paramètres. J'ai toutes les raisons de les attaquer. Parce que je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé en prison. Et je ne suis pas seul. Ceux qui croupissent en prison, pourquoi ils sont en prison? Donc, c'est le pays des aberrations. Et après, la plus grosse aberration, bon, c'est maintenant le problème politique actuel. Le problème de modification de la Constitution. Alors là, la modification s'est faite nuitamment en méditant. Oui, oui, bon. Mais en fait, pour cacher quelque chose, mais cacher quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'on cache? Mais il y a forcément un problème. Parce que nous, au niveau des dynamiques unitaires et de la société civile, le 7 décembre 2018, oui, nous avons saisi la présidente du Sénat, Madame Lucie Milibou, voilà, oui, pour mettre en place une commission parlementaire, c'est statutaire, c'est prévu, pour aller voir la situation d'Ali Bongo Ondimba. Puisque nous sommes devant une situation où nombreux sont ceux qui disent qu'il est mort. La communication gouvernementale dit qu'il se porte bien. On nous montre des photos, soi-disant, avec le roi du Maroc, où il est assis. On nous montre les photos avec le premier ministre de l'époque, Issizo Gandé, et le vice-président, et la présidente de la Cour constitutionnelle. Il est assis. Et après... Ils boivent du jus d'orange. Il boit du jus d'orange ou de lait, je ne sais même plus quoi. Du lait, je sais plus. Mais voilà, il boit quelque chose. Mais déjà, on nous dit qu'il se porte de mieux en mieux, alors que la dernière parution maintenant, il est en fauteuil roulant. En fauteuil roulant. Bon, c'est là les contradictions. Mais la plus forte contradiction, c'est le fait de le cacher s'il est vivant. Pourquoi le cache-t-on à son peuple? Il y a quelque chose qui m'a turlupiné en regardant ces images-là. Est-ce que une quelconque maladie AVC peut rendre les yeux à facettes? Ce qui est sûr, pour nous, oui, ça fait plus de mois que nous avons demandé cette commission parlementaire. Parce qu'au Gabon, il y a 3 institutions qui représentent le peuple. Oui. Il y a l'institution présidentielle, parce que le président est élu. Mais cette institution, elle est mise en cause aujourd'hui, puisque le responsable de l'institution est porté disparu depuis le 24 octobre. Oui. La deuxième institution, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Bon, c'est vrai qu'elle vient d'être renouvelée, mais à l'époque des faits, elle n'existait pas, ou du moins ses prérogatives étaient, comment dire, c'est le Sénat qui répondait donc des prérogatives de l'Assemblée nationale. Oui. Donc en fait, l'institution, pour nous, qui peut parler au nom du peuple, c'est le Sénat. Et c'est une commission parlementaire, sachant que dans cette commission, il y a les représentants de l'opposition, il y a les représentants de la majorité. Ça coûte quoi de prendre nos élus, d'aller au Maroc, voir Ali Bongo comme je vous vois là, voilà, ben, en serrant la main pour que ça ne soit pas un hologramme. Je serais bien Ali Bongo, hein, je dis bon, bien. Hein, bon. Alors, mais quand vous refusez ça au peuple, quand la personne arrive et se cache, les médias n'ont pas accès. Bon, donc, nous sommes obligés d'admettre que, forcément, Ali Bongo n'est plus de ce monde. Ou alors, il est dans l'incapacité totale, je dis bien totale, de diriger. Et c'est la raison pour laquelle... Vous avez saisi, Madame la Présidente du Sénat, par courrier. Par courrier. Avez-vous reçu réponse? Aucune réponse jusqu'à ce jour. Je dis bien depuis le 7 décembre 2018. Par voie d'huissier, on a déposé un courrier. Nous sommes le 25 janvier. Voilà. Elle nous a pas répondu jusqu'à téléspectateurs. Pas de réponse. Pas de réponse. Bientôt 2 mois. Exact. Donc voilà un peu les... Donc quand vous dites si ça va bien, je dis non, ça va très mal. Sur le plan économique,
il m'a été rapporté que plusieurs fonctionnaires n'ont pas leur solde depuis plusieurs mois. Est-ce vrai ou faux, vous qui êtes syndicaliste? Bon, disons que les soldes d'une manière générale sont payés régulièrement. Mais il se trouve que dans l'opération qui a été faite en juillet, soi-disant l'opération pour permettre de chasser les faux fonctionnaires, les fantômes, bon, il y a eu des abus. C'est ce qu'on reproche à nos dirigeants. Il y a eu des abus, il y a eu des règlements de compte. Et donc, il y a à peu près 6000 agents publics qui sont restés sur le carreau, qui sont privés de salaire pour des raisons fallacieuses. Mais à cela aussi s'ajoutent des milliers de fonctionnaires recrutés depuis plus de 5 ans qui n'ont pas de salaire. Depuis plus de 5 ans? Oui, il y a des gens qui travaillent au Gabon depuis plus de 5 ans qui n'ont pas de salaire. Surtout dans le domaine de l'éducation, à l'enseignement supérieur, à l'éducation nationale. Wow. Voilà. Quand on sait la dureté et la cherté de la vie à Libreville ou à Port-Gentil, comment vivent-ils ces gens-là? Ben, à l'époque, certains avaient ce qu'on appelait des pré-salaires. Pré-salaire, ben, c'est comme une petite indemnité qu'on vous donne pour prendre le taxi, pour vous déplacer. Mais en fait, c'est une mesure qui avait été mise en place, mais qui ne devait pas durer 6 mois, en fait. Et qui a en fait duré combien de temps là? Mais il y en a qui sont à 4-5 ans, des pré-salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire, les retraités qui vont au Gabon en ce moment, ils vont avec des retraites provisoires. Et oui, ça s'appelle. Une retraite provisoire? Vous poserez, j'espère, la question à notre ministre de la fonction publique et du budget. Qu'est-ce qu'est une retraite provisoire? Où est-ce qu'on a vu ça dans un pays? Ben, la retraite provisoire, c'est que, en fait, c'est une retraite calculée sur la base des anciens paramètres. Alors que depuis 2015, il y a de nouveaux paramètres au niveau de la rémunération qui devaient être pris en compte. Et donc, l'État estime que, en attendant, lorsque quelqu'un doit faire valoir ses droits à la retraite, ben, on lui donne une retraite provisoire, mais qui est vraiment... qui ne représente rien du tout. Donc, c'est des gens qui vont... qui sont dans la précarité. Et voilà un peu la situation actuelle. David Chino, en écoutant ceci, ça vous fait bien rire, hein? Rire, non, ce serait pas le mot. On appliquerait cela en France, que ce pays, il n'y aurait pas que des gilets jaunes, il y aurait même des gilets rouges et des gilets noirs partout. Je suis d'accord avec vous. Ceci étant, nous devons être prudents en France sur ce que nous réserve le gouvernement. Les gilets jaunes ne sont pas dans la rue par hasard et les syndicalistes non plus. Il y a des attaques frontales non seulement contre les droits des salariés, mais aussi contre les droits à manifester. On le vit depuis 2016, depuis justement les réformes sur les retraites en l'occurrence. En France, c'est des choses auxquelles nous sommes très attentifs. Le droit de manifester est menacé, très clairement. Donc ça a un écho, ce que dit mon camarade Jean-Marie Yama, c'est que nous devons faire feu de toutes les solidarités entre syndicalistes de par le monde, parce que ce droit de manifester est attaqué partout. Alors c'est exacerbé au Gabon, bien sûr, puisque c'est une dictature depuis l'indépendance. Donc, depuis l'indépendance, vous pensez que ce pays est vraiment indépendant? C'est une dictature à la solde des intérêts français, en tout cas, donc moi je taxe ça de néocolonialisme, mais enfin sur le papier, il y a eu une indépendance en 1960, voilà. On pourrait refaire l'histoire à une autre occasion, mais effectivement c'est sur le papier. Toujours est-il que les droits sont bafoués au Gabon, comme ils le sont en France, donc ça, oui, ça m'a fait sourire à l'évocation, mais c'est une réalité que nous connaissons et que nous suivons de près concernant nos camarades. Et nous sommes toujours attentifs lorsqu'ils manifestent à ce que leur sécurité soit à minima assurée. Donc, nous avons pris quelques mesures, évidemment, on ne va pas vous dire lesquelles sur un plateau de télévision. On aimerait bien, si GMTV+, on dit tout, mais bon, c'est stratégique. Stratégique, peut-être pas, mais voilà, c'est des questions de sécurité, donc voilà, on ne va pas les évoquer, mais toujours est-il que nous sommes attentifs
à l'organisation du service d'ordre de la DU lorsqu'ils manifestent à Libreville et des systèmes d'alerte qui nous permettent d'être informés en temps réel de ce qui se passe et notamment lorsqu'ils sont interpellés par les forces de l'ordre et de sécurité parce que, comme vous l'a dit Jean-Rémy, il y a des militaires également qui font le maintien de l'ordre, y compris des éléments de la garde républicaine, donc qui sont les éléments tueurs du régime mongo. Si vous voulez savoir, sachez que moi qui vous parle, oui, j'ai été téléspectateur, j'ai été séquestré au Gabon le 19 juin 2013. Cela a duré 9h10 minutes. Il a fallu des coups de fil entre le vice-consul, le consul général, l'ambassadeur, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères ici. Ça allait dans tous les sens pour qu'on me libère pour rien. On m'a jamais dit pourquoi on m'avait retenu 9h10 minutes à l'aéroport Léon Badeli, évidemment. C'est spécial votre pays, Jean-Rémy Yama. C'est très spécial. Mais en même temps, tout le monde le sait, mais on a l'impression que tout le monde nous abandonne. Non. Dans notre situation. Mais je prends l'exemple. JMTV Plus vous abandonne pas. Oh, non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous dites tout le monde, vous parlez des autorités françaises, j'en suis certain. Oui, on parle des autorités françaises. On parle également, mais regardez l'aberration sur la disparition d'Ali. C'est un tabou, je ne sais pas. On connaît la presse française comme étant une presse très pointue, qui fait des investigations. Mais comment est-ce que... Arrêtez d'accuser mon pays, ça c'est... JMTV Plus est une entreprise française. Oui, je vais dire. la presse française. Mais allez-y savoir ce qui se passe. Vous parlez des gros médias, c'est ça? Mais les gros médias, même les petits médias. Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à rencontrer Ali? Alors, je vais dire ici, chers téléspectateurs, j'ai été interpellé lorsque votre camarade Patrice Finel, que nous saluons, est passé ici déclaré qu'Ali Bongo était décédé. J'ai été interpellé par... tout le monde du Parti démocratique gabonais, tout le monde, plusieurs personnes. Il y a un qui est basé à Ottawa, qui est représentant du Parti démocratique gabonais à Ottawa, qui a été courtois avec moi. J'ai sollicité que les membres du Parti démocratique gabonais viennent s'exprimer sur JMTV+, viennent démentir. J'ai sollicité et demandé à ce représentant du PDG, donc d'Ali Bongo à Ottawa, de faire en sorte que j'aille au Maroc tendre mon micro à M. Ali Bongo Ondimba. Et il m'a été répondu par écrit qu'il ne parlait qu'à la presse présidentielle. Comme je ne suis pas la presse présidentielle, ils ne peuvent pas me parler dans chers téléspectateurs, sachez que j'ai fait les démarches qu'il faut. Alain Claude Bilibinzi, j'ai votre numéro de téléphone, mais vous ne répondez jamais. Tout comme M. Régis Simongo, vous ne répondez jamais. Je veux aller voir M. Ali Bongo si ça va aussi bien que vous voulez nous faire croire. Mais voilà un témoignage qui viendrait d'un journaliste indépendant. Pour dire, moi j'ai vu Ali Bongo, oui. Il est vivant, mais je crois qu'on mettrait fin au débat. Alors pourquoi est-ce que... non, vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vous demande rien, j'achèterai mon billet d'avion pour aller rencontrer M. Ali Bongo au Maroc. Comme ça, ce serait clair. Et on met fin à ce débat. Oui, et puis ce qui est intéressant de noter, c'est que après les propos de notre ami Patrice Finel, personne n'est venu lui demander des comptes à lui, en lui disant qu'il racontait n'importe quoi ou qu'il était dans la diffamation. Donc il suffirait d'apporter une preuve de vie d'Ali Bongo et pas des images d'un sosie ou d'un clone ou je ne sais quoi, ou d'une poupée Barbie. Bon, je vous laisse responsable de vos propos. Comment on l'a vu. Moi, je n'ai pas vérifié non plus la qualité du plastique, mais il faut être un peu sérieux sur ce qu'on nous a montré à la télévision gabonaise et qui a été relayé malheureusement par certains médias français qui défendent des intérêts propres et qui ne sont pas... Vous savez que les gros médias français appartiennent aux grandes multinationales. Bien sûr, c'est difficile de demander à des médias dont les actionnaires sont les prédateurs en Afrique d'avoir un traitement objectif de l'actualité. Ça, nous sommes bien d'accord, cher je ne veux pas cacher ici, il y a de cela 14 ans, j'avais travaillé pour Direct 8 qui est C8 aujourd'hui et qui appartient à Vincent Bolloré, mais JMTV+ n'est inféodé par personne. D'ailleurs, je manque d'argent. Vous ne voulez pas mettre un peu d'argent? Allez sur mon site jmtvplus.com. Faites des dons pour que je continue à travailler indépendamment. Pour donner la parole aux gens à qui on la refuse. Au-delà des plaisanteries, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, et notamment le peuple gabonais. Les Gabonais sont comme beaucoup d'Africains, ils sont éduqués, ils ont une culture, ils voyagent, ils s'informent. Ils ont tous des smartphones. Ils ont des smartphones, ils discutent avec des gens de par le monde. Oui. On ne va pas les appâter avec des pratiques
soviétique d'un autre temps. On a l'impression d'être à la télévision roumaine en 1979 quand on voit les images de la RTG. Ah, au temps de Lucescu. Exactement. Hein. Voilà. Donc voilà, je pense qu'à un moment il faut être un peu sérieux et si on veut faire de la communication ou si on veut passer des messages, il faut le faire un peu sérieusement et ne pas prendre les gens pour des imbéciles. Et désolé de le dire, mais c'est ce que fait le palais du port de mer. Je n'ose même pas appeler ça le pouvoir parce qu'on ne sait pas dans quelle main est le pouvoir à Libreville en ce moment. Jean-Rémy Yama, comment est-ce que le syndicaliste et le citoyen gabonais que vous êtes entrevoient l'avenir immédiat du Gabon? Alors, l'avenir immédiat du Gabon, le syndicaliste que je suis, citoyen, je suis optimiste. Ça va être difficile parce que, mais pas impossible. À l'image de ce qui se passe, il y a des gens qui ne voudraient pas perdre leurs privilèges, qui sont prêts à tout pour les garder. Mais on ne peut pas mentir indéfiniment au peuple tout le temps. C'est pas possible. You can fool people sometimes, but you can't fool all the people all the time, as Bob Marley used to say. Ouais, exact. Donc, moi je dis, on ne peut pas mentir tout le temps à tout le peuple. C'est impossible. Donc, je suis confiant. Je sais que ça passe par une lutte, parce que le gouvernement est en train de nous mentir. Ils ont l'habitude. Ils nous ont d'abord parlé d'une fatigue légère, passagère, qui s'est transformée en fatigue sévère, et ensuite AVC. Mais ils n'ont pas encore parlé d'AVC, hein? Le vice-président, celui qui était le premier à parler d'AVC, M. Pierre Claver Magangam Savou, à Franceville, c'est lui qui a parlé de l'AVC. C'est vrai que la communication officielle n'a jamais parlé d'AVC. Et donc on est face à une situation où, c'est vrai, les collaborateurs d'Ali Bongo ont tous intérêt à faire croire que tout va bien. Puisque si ça va mal, eh bien, ils n'auront plus de raison d'être là. Donc, face à cette situation, je crois que le peuple doit prendre ses responsabilités. Nous allons prendre les nôtres pour dire que nous n'accepterons jamais ce cas de figure. La vacance de pouvoir doit être déclarée. Mais il paraîtrait que la Constitution a été tripatouillée et qu'il n'y a plus de date butoir de vacances de pouvoir. Là. Non, mais la vacance de pouvoir existe toujours dès qu'on démontre que le président est incapable de diriger ou qu'il n'est plus vivant. Mais pour le démontrer, il faut qu'on ait la possibilité d'accéder à lui. Mais si on nous empêche de le voir, s'il n'y a que les représentants de la présidence qui ont le droit, c'est-à-dire les membres du gouvernement, eux-mêmes ils savent ce qui s'est passé, ou la presse présidentielle, et même quand on dit presse présidentielle, mais c'est quel journaliste de la presse présidentielle? Est-ce que Sébastien Tuntumbi encore? Ben, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Mais quand on parle de presse présidentielle, c'est non générique. Mais derrière la presse présidentielle, c'est quels individus qui ont réellement vu Ali Bongo. Donc il y a tout un mystère là-dessus. Mais ce mystère ne va pas continuer indéfiniment. Je suis désolé. Et donc pour moi, l'avenir n'est pas sombre. Il est radieux, mais au prix d'énormes sacrifices que nous sommes prêts à consentir. Dites-moi, David Chino, nous avons tous assisté à quelque chose qui nous a plutôt fait rire le 7 janvier dernier au Gabon, un simulacre de coup d'État. Comment avez-vous analysé, vous, de la CGT ici en France, comment avez-vous analysé cet acte-là? Alors, pour tout vous dire, ce n'est pas un sujet qui a été analysé au sein de la CGT. Donc, ce que je vais vous donner, c'est mon avis personnel. Alors, moi, ça m'a pas vraiment fait rire. Alors, je pense que ça a été sujet à la risée sur les réseaux sociaux, effectivement, cette aventure du 7 janvier. Quoi qu'on en dise, le lieutenant Kelly Yang et ses hommes sont, je pense, des héros du peuple gabonais, comme l'ont été d'autres officiers gabonais en leur temps. Je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler à un autre moment. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État le 7 janvier, des éléments qui nous sont parvenus, parce que, comme toute organisation, nous avons des correspondants, et des gens avec qui nous échangeons régulièrement, et des gens en qui nous avons confiance.
de ce que j'ai compris qui s'était passé le 7 janvier, c'est que effectivement des éléments de la garde républicaine avaient bien pour objectif de fomenter un coup d'État. Le lieutenant Kelly fait partie de la garde républicaine, il est dans la compagnie d'honneur, hein, donc c'est lui qui est en charge de la sécurité et de la présentation des armes aux officiels lorsqu'ils arrivent à Libreville ou lorsque le président se déplace, etc. Donc c'est quelqu'un qui est au cœur du système. Ce qui nous a été relaté, c'est que dès le 6 au soir, des éléments de la garde républicaine se déplaçaient sur Libreville avec des blindés, en quadrillant la ville et en prenant les lieux stratégiques. C'était l'objectif. Avec pour finalité de fomenter un coup d'État et de prendre le pouvoir, puisque il fallait sortir de cette situation un peu ubuesque d'Ali Bongo en pleine forme et en possession de tous ses moyens. Mais invisible. Donc il fallait trouver une solution pour renverser cela et effectivement prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Alors, ne me demandez pas qui est derrière tout ça. J'ai des noms, mais je ne peux pas les donner. Car vous n'avez pas vérifié. On n'a pas vérifié, et puis voilà, pour le coup, ce serait hypothétique et hasardeux de donner des noms. Ce qui s'est passé, c'est que le lieutenant Kelly et ses hommes, qui sont à l'étude de leur profil, notamment sur les réseaux sociaux, de ce qu'ils postent, et des témoignages que l'on a des gens qui les côtoient, ont court-circuité ce coup d'État. D'accord. Ce coup d'État. Pour le faire avorter. Ils l'ont fait avorter en se rendant à la télévision publique gabonaise et en lisant un discours qui n'était pas du tout celui qui était prévu par les putschistes. À savoir que le lieutenant Kelly et ses hommes ont tout simplement court-circuité les instigateurs de ce coup d'État. Et je pense que, enfin, à juste titre, que ceux qui en font des héros du peuple gabonais ont raison. À ce point-là. Vous avez des nouvelles de lui, Jean-Rémy Yama? Bon, mais moi j'ai... Alors mon avis n'engage pas Jean-Rémy, hein. Oui, n'engage que moi. Non, mais bon, moi j'ai aussi appris ça étant ici. Hein. J'avoue que ma première réaction était un peu peut-être disproportionnée, parce que moi j'ai d'abord cru à une mascarade, puisqu'on a vu le cas d'Abba, le poseur de bombes, mais après quand j'ai vu qu'il y a eu quand même des morts d'hommes, j'ai commencé à m'interroger. Et c'est vrai, pour moi, de mon point de vue, c'est l'expression aussi des malaises au sein des forces de sécurité et de défense. Ce malaise, on le voit au niveau de la population, au niveau de la société civile, au niveau des travailleurs. Les gens vivent mal au Gabon en ce moment, avec des augmentations des prix. Le carburant augmente presque tous les 6 mois au Gabon. Un pays producteur de pétrole. Pays producteur de pétrole. Qui importe du pétrole d'ailleurs désormais. Je peux dire tous les 6 mois, le carburant augmente, les prix augmentent, les sociétés ferment, le travail devient de plus en plus précaire. Et donc, on a en face des gouvernants qui sont incapables de régler ces problèmes-là. Donc ce malaise, je pense qu'il a atteint aussi une autre catégorie d'individus, c'est-à-dire les forces de sécurité et de défense, qui en ont marre aussi que la situation reste ainsi. Et moi, ce que je crains, c'est l'amplification du phénomène. Parce que la violence, personne ne peut être d'accord avec la violence. Personne ne peut être d'accord avec un changement violent de régime. Mais il ne faut pas le sang coule. Voilà, il ne faut pas que le sang coule. Ça, vraiment, je pense qu'aucun Gabonais ne peut être d'accord sur ça. Mais malheureusement, les conditions, les situations que nous vivons aussi créent un climat favorable à ce genre d'événement. C'est la raison pour laquelle il faudrait que la classe politique, il faudrait que la société civile prenne conscience qu'il faut dire la vérité et que les gens s'asseyent pour trouver des solutions. Sinon,